Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, je reçois en studio le gars le plus gentil de tout le showbiz québécois. Tellement gentil, des fois, tu te dis, non, ça doit être fake. Ça se peut pas, quelqu'un fin de même. Ça n'a pas de sens. C'est pas fake. C'est vrai, il est gentil de même. Jean-Marie Lapointe, auteur, comédien, conférencier. Jean-Marie, salut. T'es fait belle entrée, ça. Mais c'est vrai, t'es tellement gentil. Écoute, et tu viens de publier un livre, Notre dernier voyage, préfacé par Marina Orsini. C'est sur la relation, en fait, tout le temps que tu as passé avec ton père alors qu'il était en fin de vie. Je veux dire... Des livres témoignages, il y en a eu beaucoup. On aime ça beaucoup au Québec. La construction de ton livre est très le fun. Elle est très originale parce que c'est pas rien que linéaire, de façon chronologique, un récit personnel. Il y a un côté récit, mais en même temps, tu as des dialogues avec ton père. Ouais. Des dialogues qui ont l'air quasiment des pages de cinéma, des dialogues de film. Tu as un dialogue avec Joanne de Montigny, qui est une spécialiste du deuil, d'accompagnement dans le deuil. Une sommité mondiale, hein? Et écoute, le livre est construit de façon très intelligente, je trouve. Merci. Sur la fin de vie de ton père, donc notre dernier voyage, très émouvant. Écoute, je veux en parler avec toi. Premièrement, tu parles beaucoup dans ce livre-là de ta relation avec ton père. Tu l'aimes beaucoup, tu le respectais beaucoup, mais entre toi et moi, tu as dû passer des bouts rough. Parce que, tu sais, on le sait, ton père avait des gros problèmes d'alcoolisme. Ça n'a pas dû tout le temps être rose. Et ma mère, qui en est morte aussi. Ben oui. Donc, si tu ajoutes les textures dysfonctionnelles dans une famille à cause de la dépendance, je pense que tu peux comprendre. Je veux dire, tu en rencontres des gens ici, hein, puis il n'y a pas une famille qui s'en sort indemne quand l'addiction ou la dépendance nous touche. Par contre, le mot magique de Boris Cyrulnik qui s'appelle résilience, là, ça existe. On l'a tous, ça. La résilience, c'est de capacité de revenir, de rebondir d'une épreuve et surtout d'y en donner un sens constructif. Donc, autrement dit, moi, j'appelle ça un cadeau mal emballé de l'alcoolisme de mes parents. Ça a été tellement utile plus tard dans ma vie, ne serait-ce qu'avec la série Face à la rue, de rencontrer des gens en situation de pauvreté. Je pouvais ne pas juger parce que je connaissais un certain cheminement qui mène à la rue, qui mène à l'addiction. Donc, je suis pas dans le jugement. Donc, ce qui m'a forgé mon âme, c'est aussi les années poches, les années difficiles. Donc, c'est vrai ce que tu as dit tantôt, Richard. La relation, elle est extraordinaire, mais elle a été aussi houleuse. Mais tu sais, toi, c'est parce que cette capacité-là dans toi. Tu avais la boîte à outils qui était pleine, je sais pas. Tu sais, life gives you lemon, you make lemonade. La vie t'a donné du citron en masse. Avec des parents comme ça, t'en avais du citron. Tu aurais pu être dans ton coin, être en crise, pleurer, déprimé. T'as pris le citron, t'as dit, regarde, m'a faire la limonade avec ça, puis m'a rendre sans alcool. Sans alcool. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de faire ça, de surmonter ces épreuves-là. Tu sais, ton père t'aurait pu dire, je veux plus te parler, je veux plus rien savoir, mon tabarnak. Je l'ai fait, ça. J'en ai eu des moments, là, hey, toi, là, je veux rien savoir. Ma mère, c'était la même chose. Donc, mais tous les moyens qu'on utilise comme enfant, comme jeune adulte, pour essayer de brasser ton père, brasser ta mère, il y en a qui sont habiles, il y en a qui sont maladroits, mais ça émane tout le temps d'un instinct d'amour parce que t'aimes ton père. Puis quand la famille est dysfonctionnelle, les enfants, on est en mode survie. La plus belle image, là, tu le sais, t'as des enfants, tu sais, quand t'as un petit lit de bébé, là, puis tu lui mets une espèce de carrousel, le mobile au-dessus de la tête d'un enfant, quand là, tu pèses à on, la musique harmonieuse, elle joue, c'est une belle mélodie. Si les éléments du mobile sont bien placés, le carrousel joue bien. Quand tu enlèves un des éléments du mobile, le mobile, il fout le camp. C'est ça l'alcoolisme, c'est ça la dysfonction. Alors les autres éléments du mobile, on travaille fort pour amener une espèce d'équilibre. On est en adaptation, on est en survie. C'est ce que j'ai connu et c'est ce que connaît tout enfant qui vient d'une famille dysfonctionnelle. Fait qu'au lieu de dire, à un moment donné, il faut que tu switches puis dire, mon père, c'est une victime. Mon père, c'est un malade. Oui. Comme si il y avait le cancer, comme s'il y avait une maladie, c'est pas de sa faute. Parce qu'au début, tu le rends responsable. Ben oui, puis pas juste ça, c'est que t'es impuissant face à la maladie de ton père, que tu comprends que c'est une maladie, mais c'est une maladie crissement détestable. Tu sais, tu vas-tu en vouloir à ta fille si elle a un cancer puis elle perd ses cheveux? Tu vas la prendre dans tes bras, tu vas lui donner de l'amour. Mais la maladie de l'addiction est pas aimante, cette maladie-là. T'as envie de brasser la
personne puis dit « Ah oui, arrête de boire. » Mais Arrête. c'est que la maladie, c'est pas l'alcool nécessairement. L'alcool déclenche bien des comportements, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'âme C'est le d'une trou. personne? C'est le trou. Entre autres. Le trou que tu veux remplir. C'est des traumatismes. C'est facile de fuir. Tu sais, après une semaine de marde, là, c'est facile de s'ouvrir un verre, de prendre un verre. C'est normal, c'est humain et c'est aussi accessible. Mais ce que je trouve vraiment magique, c'est je peux pas t'expliquer, et j'avais posé la question à Joanne de Montigny puis à plein de spécialistes, ça vient d'où cette résilience-là? Mais moi, j'ai l'impression que c'est tout l'ensemble de notre vie, depuis qu'on est tout petit, on en a des épreuves. De la première fois que tu tombes en bas de ta chaise haute puis tu brailles ta vie, jusqu'à ta première peine d'amour, jusqu'à une perte d'emploi puis une faillite, tout ça t'aide à te construire. Mais tu peux avoir 4 enfants qui ont vécu la même enfance Oui. et qu'il y en a un qui est résilient puis pas les autres. Puis il y en a un qui va tomber dans l'addiction Oui. de ton père puis de ta mère, puis pas toi. Je peux pas te l'expliquer. Donc, il y a une Tu partie... sais, il y a des qui- enfants qui ont été battus par leurs parents qui Oui. vont battre leurs enfants. Puis il y en a d'autres qui disent au contraire, j'ai tellement vécu ça, moi je veux Ouais. pas battre mes enfants. Au Puis ils vont contraire. continuer à aimer leur père qui est un bourreau, puis en même temps, en dedans de ces personnes-là, il y a une fontaine d'amour qui est inaltérable et aussi inépuisable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que peu importe d'où on vient, il y a des choses que je peux pas t'expliquer pourquoi moi j'ai cet élan-là de voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Je peux pas te le comprendre, je peux pas te l'expliquer, mais tant mieux, merci, c'est une grâce. Et les catholiques diraient, Mais- tu as été frappé par la grâce, dis merci la vie. Tout tu sais. à fait. Écoute, dans les films, il y a toujours la scène dans les films, son père meurt, puis là, ils se disent les vraies affaires avant de mourir. Ouais. Ils bouclent la boucle. Ouais. Ça, c'est dans les films. Ouais. C'est-tu comme ça dans la vraie vie? Ben, nous autres, on l'a vécu, puis je sais pas si tu te souviens, on avait fait une entrevue, mon père et moi, l'ultime entrevue, tu sais. Oui, ben et, oui. et ça a passé justement à TVA le lendemain du décès de papa. Et c'était une entrevue Et dont c'est le lui concept... qui voulait que ça soit diffusé après son Exactement, décès, hein. c'était le deal, c'était le concept, tu sais. Puis c'était François Roson qui avait eu l'idée, puis j'ai fait ça avec Éric Bellé, puis l'équipe. Puis c'est Pierre Séguin, le grand réalisateur Pierre Séguin qui a réalisé. Et on a passé cette entrevue-là avec mon père, où là, on s'en est dit des affaires. Puis c'était pas toujours le fun. Et la condition, c'est que ça passe après son décès. Donc, mon père, lui, il avait le beau jeu. Il dit, moi, je dis ce que je veux, je m'en calisse, vous faites ce que vous voulez. Je dis ce que je veux. Ça, c'est mon père. Tu le connais un peu, comment c'était un gars très, très, très noir ou blanc. Il y avait pas beaucoup de nuances. Et c'est ce qu'on aimait de mon père. Mais ça a permis un immense rapprochement parce qu'on s'est parlé, on s'est dit des affaires et aussi en parallèle, moi, j'ai fait mon cheminement. Je suis allé chercher de l'aide, je suis allé en thérapie, j'ai confronté aussi mes peines, mes démons, puis tout ça. Et ça fait que quand tes choses sont réglées puis que t'es en paix, l'occasion, quand tu rencontres ton père qui est en fin de vie, n'est plus au règlement de compte. Non, tout est réglé. Donc, moi, là, je vais te parler comme un gars qui est sur un CA, là. Moi, mon agenda, mon ordre du jour avec mon père, il y avait un item, c'était « Aime ton père ». Fait C'est qu'on juste ça. on va vider toutes les mauvaises affaires. On va vider le pu, là. Mais il était déjà vidé, Richard. Puis nous. là, après ça, Oui, c'est exactement. avec les belles affaires qu'on va Ben, c'est faire. parce que t'es libre. T'es plus en attente de ton père. Il y avait quel âge quand il est décédé? 86. Bon, tu sais, logiquement, on dit 86 ans, tu sais, il est temps que c'est normal que quelqu'un part à 86 ans, puis Ben tout ouais. ça. Tu sais, j'avais un ami, son père est mort à 92 ans, puis il le prenait pas, puis il l'acceptait pas, puis j'ai beau dire, ben oui, mais à un moment donné, mais malgré ton expérience d'accompagner des jeunes, des enfants dans la mort, tu fais ça, toi, l'accompagnement. Malgré ça, tu as trouvé ça dur, même si ton père était rendu à l'âge où, ben, à cet âge-là, habituellement, on meurt, même ça, tu as trouvé ça tough à accepter. Oui, puis à accepter, mais aussi à m'ajuster. Puis je pense que pas juste l'acceptation, parce que quelqu'un qui vient au monde découvre qu'à un moment donné, la mort fait partie de la vie. Puis je vais citer Jim Morrison qui a dit « No one here gets out alive ». Oui. Hein? Oui. Il n'y a personne ici qui va s'en sortir vivant, que tu Oui. le veuilles ou pas, que tu sois riche ou pauvre. Alors, une fois que tu as réalisé qu'on s'en sort pas vivant, ben ça, je l'accepte. Ça fait partie des règlements du jeu. Ça veut pas dire que tu es prêt pour autant à ce que lui parte. Donc, et ça veut pas dire que même s'il a 86 ans, que tu veux pas le garder un peu plus longtemps. Bien, je voulais le garder plus longtemps, mais moi, ce que j'ai trouvé le plus important, c'est de m'ajuster à ce qui est. D'aimer mon père là où il est, comme il est, pas là où je voudrais qu'il soit, pas là où je voudrais être. Donc, j'ai accepté que je vivais un paquet de moments d'impuissance, de moments de peine, de moments de tristesse, mais il y avait aussi,
Si tu l'as lu, tu le sais qu'il y a des moments cocasses. Il y a des moments de joie. Il y a des moments de grande complicité et des grands moments d'amour. Mais c'est ça, la vie. La vie, comme disait Jean d'Ormesson, c'est merci pour les roses, merci pour les épines. Tu sais, l'un et l'autre font partie de l'équation et tu apprécies les deux. Et écoute, accepter les gens comme ils sont, c'est facile le dire. À dire, ouais. Mais le vivre, Ouais. c'est tough en maudit, là. C'est là que... Avec tout le... Tu sais, il y a un mot, je trouve, qui est un mot en voie de disparition. L'indulgence. Ouais. Être indulgent envers les Ouais. gens. Des fois, tu vois des amis, une soirée, puis ton chum, il déconne, je sais pas, il dit une affaire qui est pas correcte, il prend un verre de trop, etc. Apprendre à passer l'éponge, puis tout ça, être indulgent envers les gens. Là, aussitôt que quelqu'un fait comme une gaffe ou fait une erreur, on le pointe du doigt, puis ça roule en boucle, ces médias sociaux, Exact. Mais tu sais, l'indulgence, c'est un beau mot, mais c'est un dérivé de l'amour, c'est un dérivé de bienveillance, de compassion. Puis tu sais, regarde, là, le dernier gars parfait, on l'a crucifié il y a 2000 ans. Bon, alors si qu'on soit croyant ou pas, mais moi, je me sers de cette métaphore-là pour faire réaliser aux gens, c'est qui le gars ou la fille parfaite que vous connaissez? Il n'y a personne de parfait. Donc, effectivement, quand tu réalises que ton père a droit à ses erreurs, il a droit à ses fragilités, et c'était un homme qui a été en survie émotionnelle une grande partie de sa vie, parce que d'où l'anxiété, d'où ces crises d'angoisse, et ça explique peut-être pourquoi on boit, pourquoi on va jouer, pourquoi on va prendre des pilules. Alors, quand tu comprends ces mécanismes-là, comme tu le dis, tu es un peu plus indulgent, puis tu comprends. Et surtout, quand tu te l'appropries, du finalement, moi, je suis pas mieux. J'en ai fait des niaiseries, moi aussi. Ben, toi, il faut que tu fasses ça comme cheminement, c'est correct. L'autre aussi, il faut qu'il demande pardon. Dans un monde idéal, oui. L'autre aussi, tu sais, à un moment donné, je fais un pas vers toi, mais je m'excuse, mais il faut que tu fasses un pas vers moi. Est-ce que ça a été fait? Ça, c'est là. Ça, c'est de ton père. Est-ce qu'il a demandé pardon pour ce qui te fait vivre? Ben, écoute, est-ce qu'il me l'a dit en ses propres mots-là? Non. Parce qu'il était fier, il est orgueilleux, ton père. Mais dans ses actions, quand il me dit qu'il m'aime, quand il me prend par la main, puis il est presque plus capable de bouger, puis il donne un bec sur le dessus de sa main, de ma main, c'est quelque chose qui est très fort. Il faut apprendre à décoder les gestes d'amour. Et encore là, on revient à dire, je l'accepte et je l'aime là où il est. Pas comme moi, je voudrais qu'il soit. Donc, la notion du pardon, moi, je l'ai faite, mais post-mortem après ma mère. Donc, il est possible de demander pardon et d'attendre le pardon de quelqu'un d'autre. Ça va venir, ça viendra peut-être pas, mais il y a une grande démarche que j'ai faite après la mort de ma mère. Et aujourd'hui, quand je parle de ma mère, puis je me rends compte, j'en ai fait des niaiseries. Je l'ai brassé en tas. J'étais son seul fils. J'ai joué à tout, là. J'ai joué l'ignorance, j'ai joué la provocation, j'ai joué la carte de l'amour, j'ai joué la carte de l'indulgence, puis il n'y a rien qui a empêché ma mère de sombrer vers sa mort avec l'alcool. Donc, tu te dis, OK, ben là, il faut que je règle des affaires parce que je veux pas traîner ça dans mes relations affectives ni le projeter sur mon père. Est-ce que tu t'es dit, j'aurais donc dû faire ça, puis j'aurais donc dû faire ci, puis je l'ai laissé aller, puis tout ça. Mais tu sais, je me souviens à un moment donné d'avoir entendu Guillaume Lepage, à Tout le monde en parle, son frère s'est suicidé. Ben ouais. Puis il dit à un moment donné, il faut que tu acceptes, parce que sinon, il va t'amener dans le trou avec lui. Tout à fait. Faut que tu acceptes de le laisser aller. Puis l'alcoolisme ou la maladie mentale, ça peut être une lente noyade. Oui. Et on peut être entraîné dans cette noyade-là du proche. Les proches là, qui veulent, tu sais, on a vu là, des mères, des grands-mères qui ont été tuées par un membre de leur famille qui avait des crises de santé mentale. Ils veulent le protéger. Ils veulent pas qu'il soit dans la rue en train de quêter. Viens à la maison, on va prendre soin de toi. Mm-hmm. Puis ils ont mis leur vie à risque. Puis ils sont morts de ça. C'est fort l'amour, hein? Oui, c'est fort. C'est l'amour qui permet ça. Puis oui, effectivement, il y a eu des drames qui ont suivi ces espèces de grands élans d'amour-là. Mais, tu sais, pour revenir à ta question tantôt, tu sais, est-ce que le pardon est possible, même si l'autre n'est pas prêt? Oui, il est possible. C'est juste plus tough. Ça prend de l'aide. Puis je pense qu'une femme comme Joanne de Montigny peut nous accompagner là-dedans. Tu sais, en tout cas, c'est ce qu'elle fait dans le livre. Il faut que tu comprennes aussi, tu sais, mon père était un homme de peu de mots, là, comme notre génération de père. Là, tu sais, il parlait pas. Fait qu'il n'y avait pas le même langage que moi. Puis il faut que tu comprennes que quand mon père, mettons, me souriait, ben c'était énorme, là. Tu sais, pour lui, c'était « je t'aime beaucoup ». Mais toi, tu le décodais comment, ce sourire-là? Ben, ça a pris du temps en disant, ben, tu sais, il m'amenait voir des films avec lui, puis on allait au cinéma. Puis en revenant du film, on marchait vers la maison, c'est le temps des cinémas de quartier, puis on parlait du film qu'on venait de voir.
Puis c'était une forme de dialogue. On parlait pas de la vraie vie, on parlait du film, tu aimais ça, blablabla, mais c'était sa façon d'entrer en communication Exact. avec moi. Alors lui, c'était sa façon. Oui. Mais tu sais, dans le livre, les fois où je regarde la télé et je regarde le sport avec mon père, Oui. c'est la même affaire de la ce même que tu viens de affaire, dire. ben oui. Le mode est différent. C'est pas un film, c'est une game de hockey, de football, mais la complicité dans le silence en train de marcher avec ton père, c'est un moment d'amour, c'est un moment de grande complicité père-fils. Et si toi, tu t'obstines à vouloir avoir un père, non, moi je veux qu'il m'achète un char, moi je veux qu'il vienne à ma première game de hockey, puis qu'il est pas capable ou il a pas pu trouver le temps de le faire, peu importe, tu vas lui en vouloir. Mais si tu acceptes que ton père, il a trouvé cette façon-là de dire « mon fils, je t'aime » en t'amenant au cinéma sans prononcer les mots « je Oui. t'aime ». Mais là, tu l'as décodé. Il faut que tu décodes. Ouais. T'es chanceux. Ouais. T'es chanceux, je veux dire pourquoi? Parce que mon père est mort, puis j'étais pas là. J'étais en voyage. J'étais pas là. Et combien de temps? ma sœur était là, ça fait, près de 10 ans. Là. OK. 7 ans peut-être. OK. Ma sœur était là, tout le monde était là, ma mère était là à côté de lui, j'étais pas là. Tu sais, je m'en veux Tu t'en veux, hein? énormément. Puis tu sais, c'est un moment que tu peux pas rattraper. Non. Il n'y a pas de rewind. Non. Il n'y a pas de rewind. En même temps, j'ai tellement peur de la mort. Là. Tu sais, moi, je suis pas comme toi. Toi, tu côtoies ça à longueur de Ouais, jour. mais là. j'ai eu peur. Moi, j'ai tellement peur de voir mon père comme ça mourir. Peut-être que c'est une bonne chose que je ne l'ai pas vu aussi. Ça Ben, m'aurait écoute, fait friquer, je sais pas. Ben moi, ma mère, quand elle est décédée à 26, moi j'avais 26, ma mère avait 49, puis elle avait sur son lit de mort, elle commençait à faire de l'apnée. Tu sais, elle arrêtait de respirer, puis là, elle repartait. Mais à chaque fois qu'elle arrêtait de respirer, moi, je pensais qu'elle mourrait. Moi, je jumpais. Je faisais une crise de panique à chaque fois que ma mère... Alors, quand tu me dis ça, tu te dis, OK, mais c'est peut-être une maudite bonne affaire que j'ai pas été là. Alors, moi, quand ma mère est décédée, j'étais pas là. Et oui, je m'en suis voulu. Puis après ça, je me suis dit, c'est peut-être une bonne affaire parce que j'aurais pas été capable. Mais bien des années plus tard, j'ai accompagné un gars qui s'appelle Laurent Pilon. Et au moment où lui il est décédé, j'étais dans la chambre. Puis il a commencé à faire de l'apnée. Puis quand il a commencé à faire de l'apnée, moi, la panique est remontée comme si j'avais 26 ans. J'ai capoté. Mais il y a quelqu'un qui capotait encore plus que moi. C'était Geneviève, sa grande sœur, qui voyait son frère qui était en train de mourir. Elle a capoté. Puis moi, à ce moment-là, il y a eu un switch. Je suis allé vers Geneviève et j'ai mis mes 2 mains sur ses épaules, puis j'ai juste flatté son dos en faisant « Chut, je suis là ». Alors, cette espèce de calme que je lui ai porté, ça m'a aussi fait du bien de focusser. Hey, je ne focusais plus sur ma crise de panique, je focusais sur quelqu'un qui avait encore plus besoin d'aide. C'est drôle parce que ça a été ému. Hein? Ben je sais, ben c'est encore vivant en moi. Alors, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est comme si j'avais énormément de gratitude envers Laurent qui, consciemment ou pas, m'a permis de guérir une blessure qui était encore vivante avec ma mère. Alors ça, là, je l'ai guéri. Alors, je comprends très bien quand tu dis... Écoute, c'est peut-être une bonne affaire que j'ai pas été là pour mon père et en même temps, la journée qui, peut-être ça va se présenter, tu vas être là. Dis-toi qu'il y a quelque chose en toi qui risque de se manifester, qui va t'aider à passer à travers, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je peux te dire une chose. Moi, là, la culpabilité, quand j'en ai par rapport à mon père ou ma mère, me dit une chose. Moi, mon père, d'où il est, ma mère, où elle est présentement, est-ce qu'elle se réjouit que je sois en train de me faire de la culpabilité? Ben non. Eux autres sont juste amour. Moi, là, dans mon mode de pensée, même si je crois à la réincarnation, je peux te dire que nos parents, là, ton père, au moment où on se parle, là, il dit « Petit garçon, sens-toi pas mal. » Moi, je crois pas à la vie après la mort. Je pense qu'il est mort, mais j'y parle souvent. C'est bizarre, hein? C'est drôle, c'est presque drôle, contradictoire. Hein? Mais... Dans ma tête, j'y parle, puis des fois, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, c'est vraiment weird, alors que je sais bien qu'il est mort, puis il m'écoute pas, puis il m'entend pas, mais il vit à travers moi. Ben, c'est il ça. est là, il est présent. Puis est-ce que tu es rendu à un point où tu peux te dire, en terminant là-dessus, puisqu'on peut parler pendant 3 ans avec autres, toi, hein? ça n'a pas d'allure. Est-ce que tu es rendu à un point où tu peux te dire, j'ai été chanceux de l'avoir comme père? Ah ouais, mais je l'ai écrit dans le livre. Ouais. J'ai dit, dans une prochaine vie, je veux te revoir comme père. Mais c'est une chose de dire, ouais. La résilience, je te pardonne, tout ça, mais de là, ça, c'est un pas là, de plus. Là. J'ai été chanceux de t'avoir comme père. Ben oui. Ça veut dire que j'ai fait une pas pire démarche pour le dire, puis je suis plus dans la culpabilité, je ne suis plus dans les règlements de compte. Je suis dans une posture où je vois ce qu'il y a de plus lumineux en mon père, malgré les blessures, malgré ses
ses limitations, malgré sa maladie de la dépendance, il y a plus de beau. Le verre, il est à moitié plein. Il est pas à moi. Le verre d'amour que j'ai pour mon père, il est plus qu'à moitié plein. Et quand je disais que t'étais un bon gars, t'as un sweatshirt et c'est écrit « Être gentil, c'est cool ». C'est cool, hein? Être gentil, c'est pas niaiseux. Ah ouais. C'est pas mou. C'est pas une marque de faiblesse. C'est une marque de force, être gentil avec les gens. Écoute, c'est ma copine qui me l'a donné, puis je trouve, elle m'encourage à le porter haut et fort. Mais c'est vrai, la vulnérabilité, la gentillesse, la bonté, faut en parler plus. Puis je pense que c'est juste de ça qu'on fait depuis une demi-heure ensemble, toi puis moi. Plus encore. Jean-Marie, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Ton livre est vraiment bien. Puis je le dis, là, au point de vue construction littéraire et tout ça, là, c'est un livre formidable. Pascal Jean-Pierre, qui est mon éditrice, là, c'est elle qui avait des belles visions là-dessus. J'avais commencé le projet avec Nadine Lauzon, qui a arrêté de travailler pour les éditions Libre Expression, mais elle a passé le flambeau à Pascal. Puis Pascal a eu des beaux flashs, dont ça. C'est un sacré bon livre. Puis en plus, on n'a même pas parlé des relations entre les fils et leur père, puis les relations entre deux hommes de génération différentes. Très beau. Mais livre. ça nous ferait une belle table ronde. On pourrait réunir des gars autour d'une table puis en parler. On lance ça. C'est bon? Écoute, moi, n'importe quand, toi, dans le studio, c'est toi n'importe quoi. C'est toi le king. C'est inégalé, monsieur. Jean-Marie Lapointe, merci beaucoup de notre dernier voyage. Salut. Ça fait plaisir. Merci à toi. Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.